Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue au Maritime Day. Alors on va commencer cette journée dédiée au transport maritime. Alors pour commencer, je vous demanderai de mettre vos téléphones un petit peu le son un peu réduit, histoire de ne pas trop déranger les différents intervenants. Alors on commence cette journée avec le baromètre établi par Eurogroup. Et nous avons ici Inde Lagman d'Eurogroup et Jean-Michel Garcia qui vont nous faire une première présentation de ce baromètre qui est devenu un peu l'almanach du transport maritime aujourd'hui. Tous les ans, il revient. Il donne une image du ressenti des opérateurs relativement intéressante, d'autant plus que ces images évoluent au cours des années. Et nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard. Alors, avant toute chose, je vais laisser la parole à Inde et Jean-Michel pour vous présenter les grandes lignes de ce baromètre, pour vous expliquer un peu comment va se dérouler cette conférence. Je leur laisse à peu près 20 minutes. Au bout de 20 minutes, je me jette sur les micros pour les faire taire. Et ensuite, nous aurons 4 intervenants pour aborder les questions d'actualité du transport maritime et du monde portuaire. Inde, Jean-Michel, la parole est à vous. Merci Hervé. Donc comme on le disait Hervé, ce baromètre annuel à présent a fait sa 3e année et son objectif c'est bien de vous partager la perception des chargeurs quant au transport maritime. Donc on va prendre 20 minutes pour prendre les principales conclusions de cette année. Si ça veut bien. On va préparer quelques slides qui vont arriver. Du coup, pour rapidement, les thèmes sur lesquels ont été interrogés les chargeurs cette année sont les suivants. On leur a posé des questions autour de la façon dont ils achetaient le transport maritime, sur l'utilisation qu'ils faisaient des ports, sur la satisfaction et la qualité de service qu'ils retenaient des places portuaires, du transport terrestre, comment il était utilisé, et sur les compagnies maritimes. Et pour finir, une question plus contextuelle par rapport à l'année 2022-2023 et ses spécificités qui, cette année, vont porter sur la crise énergétique et les difficultés qu'on a pu avoir sur ce thème. Rapidement, pour vous donner une idée du panel qu'on a interrogé, qui arrive. Les caractéristiques de cette année, à noter que ce sont plutôt des grandes entreprises qui ont répondu, donc des entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, donc on est plutôt sur des gros chargeurs. Avec une caractéristique en termes de secteur d'activité, donc on a une forme de représentativité, même si la distribution s'est plus exprimée cette année par rapport à l'année dernière. Donc ce qui fait qu'on est plutôt sur de grosses entreprises, multisecteurs, avec une petite pointe marquée sur la distribution. Si on rentre dans le vif du sujet, en termes d'achat de transport maritime, ce qu'on remarque cette année, c'est que les chargeurs sont à 44% achètent le transport maritime en direct, ne passent pas forcément par des commissionnaires ou par des tiers. Et ces 44% du panel nous disent qu'ils choisissent à la fois la compagnie maritime, le port et le transporteur terrestre. Donc ils ont vraiment la main mise sur l'ensemble des dimensions. Quand ils passent par des commissionnaires... Alors, c'est bon de revenir aussi sur ce premier point. On parle bien du panel, donc des personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Hein. Donc, ce n'est pas forcément tous les chargeurs qui achètent en direct le transport maritime. Là, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, les répondants à ce questionnaire, finalement, sont plutôt de très gros chargeurs basés en France, en tout cas où la décision se prend en France. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et bien évidemment qu'ils traitent directement ceci en grande partie avec les compagnies directement. Et lorsqu'ils utilisent des commissionnaires de transport, eh bien, ils essayent effectivement d'influencer
sur le choix de critères importants pour eux, qui sont à la fois la compagnie maritime potentiellement, le port, et le port peut-être un peu plus. Pourquoi ? Parce que eh bien, ils ont des chaînes logistiques. Et ces chaînes logistiques, bien sûr, ils font des appels d'offres où ils précisent effectivement leurs attentes. Et c'est là-dessus que, effectivement, ils essayent d'influencer lorsque ce n'est pas forcément eux qui ont la main. Sur l'utilisation des ports, donc on a demandé aux chargeurs quels étaient les principaux ports qu'ils utilisaient pour faire transiter leurs marchandises. Donc, sans surprise, les deux plus gros ports français sont en tête, Aropa et le grand port maritime de Marseille. Ce qu'on peut noter par rapport à l'an dernier, c'est que Marseille passe devant Anvers, ce qui est plutôt intéressant. Et le deuxième point, c'est que Dunkerque passe devant Rotterdam. Et ça peut s'expliquer probablement par des questions de congestion, Jean-Michel. Voilà, alors c'est intéressant là encore de revenir sur le panel, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, on est sur des chargeurs qui sont plutôt basés en France. Et donc, effectivement, ce sont des personnes qui utilisent largement les ports français. Donc tout ce qui suit, effectivement, ça va découler un petit peu de tout ça. On a effectivement eu une période un petit peu perturbée ces dernières années, et il y a eu effectivement du blank sailing, de la congestion portuaire dans tous les ports, et les ports du Range Nord ont été quand même plutôt saturés, ce qui a aussi permis pas mal de reports sur les ports français aussi. Oui. Donc c'est une des explications. Mais bon, après, vous le voyez aussi en dessous, les critères de choix des ports, sans surprise, on voit bien que la notion de coût est quand même quelque chose d'important, que ce soit sur la route maritime ou sur le pré-post-acheminement. Mais surtout, un point essentiel, c'est la fluidité des opérations au port, qui sera de plus en plus un élément à prendre en compte. Et bien entendu, si on est aussi attentif au port français, eh bien, c'est parce que nos industries, notre distribution, tout se fait en France, et donc la notion de proximité est quand même un élément aussi fondamental du choix des ports français. Si on regarde les volumes de marchandises, en tout cas les ratios de volume, ce qui est notable dans le panel de cette année, c'est qu'à l'import comme à l'export, plus de la moitié de ceux qu'on a interrogés font passer plus de 75% de leur volume par des ports français. Et même à l'export, c'est un tout petit peu plus fort, parce qu'on est à plus de 58%. Merci. Donc on voit bien que ici, voilà, le ratio est assez important. On utilise, ce sont des chargeurs qui utilisent massivement les ports français. Alors on n'utilise pas forcément toujours des ports français, mais quand on regarde un petit peu les camemberts, on voit bien qu'à l'import comme à l'export, plus de la moitié des chargeurs interrogés passent plus de 75% de leur flux dans les ports français. Et seulement 19% moins que 10%. Donc, et ça ne veut pas dire qu'ils ne passent pas par ces ports-là. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que la majorité des chargeurs utilisent plusieurs ports à la fois. L'exclusivité, elle est pour environ une dizaine de pourcents des chargeurs interrogés qui disent je n'utilise que le port de Marseille ou que le port du Havre. Voilà. Donc ils font varier aussi les ports sollicités dans le transport maritime. Ça marche beaucoup mieux. Oui. Donc, si on regarde à présent le niveau de satisfaction et qualité de service. Donc, on a posé la question aux différents chargeurs quels étaient leurs niveaux de satisfaction par rapport à la place portuaire et l'ensemble des services qui étaient attachés au transport. Donc, au global, ce qu'on peut noter par rapport à l'an dernier, c'est qu'il y a
une progression par rapport au niveau de satisfaction. Donc, cette année, on est à 63% de chargeurs satisfaits ou très satisfaits du service, ce qui est une augmentation de 6 points par rapport à l'an dernier, donc ce qui est assez intéressant. Pour autant, quand on regarde les ports, il y a des disparités entre les différents ports. Donc Dunkerque remporte haut la main le niveau de satisfaction encore une fois, c'était le cas l'an dernier aussi. Ils sont à plus de 94% de satisfaits ou très satisfaits. Pour d'autres ports, on voit que les progressions sont assez variables. Quand on regarde l'évolution de la qualité de service, donc on a demandé aux chargeurs si elle était stable, si elle s'était dégradée, si elle s'était améliorée. Et là, encore une fois, on a des disparités entre les différents ports, même si 23% disent que la qualité de service s'est améliorée dans les places portuaires françaises. Donc je pense que sur la qualité de service, il y a encore des travaux à faire au niveau des places portuaires. Alors, j'utiliserai plus la notion de place portuaire que de port, parce que un port, c'est l'association de beaucoup d'entreprises. Il y a les terminaux, il y a les compagnies maritimes, il y a les transporteurs, il y a les commissionnaires. Voilà, il y a quand même beaucoup d'intervenants. Et une place portuaire, ça marche avec chacun de ces intermédiaires. Et ça marche aussi en fonction de certaines conjectures. Donc effectivement, là, les résultats qu'on constate déjà, c'est une perception. Donc c'est un sentiment à un moment donné par rapport à des événements qui se sont passés dans l'année. Et il faut savoir que notamment, effectivement, si on fait un focus sur Aropa, on constate qu'il y a eu une dégradation, certes, mais par rapport à un événement qui s'est... des congestions qui se sont passées avant l'été et qui ont eu de très graves conséquences pour beaucoup de chargeurs, des conséquences financières lourdes. Donc effectivement, lorsque la notion de frais et l'aspect financier intervient, forcément le niveau de satisfaction ne peut pas être au top. Ce qui n'a pas empêché effectivement la marchandise de passer par les ports. Hein. Donc, mais effectivement, le constat est là. On ne peut pas revenir dessus. On constate quand même une amélioration générale, c'est vrai. Oui. Et voilà, rappelons quand même hein, que malgré des volumes qui ont relativement baissé par rapport à la consommation mondiale, etc., une capacité qui normalement a un petit peu augmenté au niveau des compagnies maritimes, bah, malgré tout, le niveau de service n'était pas forcément au rendez-vous. Et voilà, donc finalement, on est dans des situations où ça s'est amélioré, certes, mais ça aurait pu sans doute s'améliorer un peu plus. Alors, quand on leur a demandé quels étaient les axes de progrès prioritaires, en premier est arrivé l'offre d'escale, suivi de la fluidité du passage des marchandises, la transparence sur les coûts. Transparence sur les coûts, Voilà. point assez important, point sur lequel il faudra effectivement certainement se poser les bonnes questions lors des congestions portuaires, lors des grèves qu'on est en train de vivre ces derniers temps. Donc effectivement, ces points-là sont des points cruciaux pour la bonne attractivité des ports français. Et donc, sujet sur lequel on souhaite bien évidemment travailler et s'améliorer. Si on regarde maintenant les engagements en termes de report modal. Aujourd'hui, ce qui est noté pour cette année, c'est un engagement en progrès sur le report modal, sur le ferroviaire et le fluvial. À noter que le fluvial, on est sur plus 17 points par rapport à l'année dernière, donc c'est assez notable. Sur le report modal rail-route ou rail-fleuve, on est à 56% du panel qui confirme ses engagements sur ce report modal-là. Donc on voit bien que les engagements continuent à être pris par les chargeurs
pour aller au-delà du transport maritime et faire du report modal. Quand on regarde les critères, par contre, ça Voilà, c'est plutôt intéressant. Les critères restent quand même importants. On parle de logistique, donc on parle forcément de coûts et de délais. Ça, ce sont des éléments qui viennent. On voit que la notion d'enjeu environnemental vient en 3e position seulement. Oui. Et puis on peut se poser la question peut-être pourquoi, et peut-être que le 4e point est une réponse au pourquoi, c'est la disponibilité de l'infrastructure, parce qu'effectivement, est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments pour pouvoir faire du report modal? Est-ce qu'on a suffisamment d'informations pour pouvoir le faire et de moyens pour le faire? C'est là effectivement qu'on peut se poser ce genre de questions. Oui. Toujours sur le transport terrestre, si on regarde en pré- et en post-acheminement, le mode le plus utilisé, sans surprise, le transport routier reste en préacheminant à plus de 93% le mode le plus utilisé. Sur le post-acheminement, c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y a une baisse de l'utilisation de transport routier. On est plutôt autour de 70%, donc ce qui est assez intéressant par rapport au préacheminement. Oui, alors effectivement, sur cette partie-là, c'est moins important sur le post-acheminement que sur le préacheminement, parce qu'en fait, peut-être qu'on maîtrise un petit peu moins, on maîtrise un petit peu moins le sujet. Là-dessus, hein, on le voit bien, hein, en gris, c'est les modes qui ne sont pas du tout utilisés, et on le voit bien que ce soit en pré ou en post-acheminement, le ferroviaire et le fluvial ne sont pas suffisamment utilisés. Hein, même si on a des engagements, les engagements, il faut voir ce qu'ils sont et puis ce qu'on s'est engagé à faire. Et effectivement, là, il y a certainement un manque. Même si sur le combiné rail-route ou fleuve-route, on a quand même des niveaux plutôt intéressants. Oui, c'est des sujets qu'on maîtrise un petit peu mieux, effectivement. Ensuite, si on jette un œil aux compagnies maritimes qui sont citées par les chargeurs. Donc aujourd'hui, sans surprise, la CMA-CGM reste la compagnie maritime la plus utilisée. Hapag-Lloyd vient en 2e position. Et ce qui est notable par rapport à l'an dernier, c'est que Maersk passe devant MSC. Voilà. Et sur les critères qu'on peut citer rapidement, la disponibilité de l'espace de chargement, ça c'est le premier critère de choix pour la compagnie maritime. Ensuite vient le prix du service, la disponibilité des équipements, la fiabilité de la réservation et le transit time en dernier. Pour faire vite, parce que le temps passe, oui, il ne nous reste plus que très peu de temps, ça fait de CMA-CGM quand même un acteur important pour l'économie française, en tout cas pour les chargeurs français, et ça implique que cet opérateur devienne un opérateur avec finalement des responsabilités quelque part nationales et une implication dans l'économie française. Donc sujet qu'on essaiera de suivre avec eux. Ensuite, 2 derniers points avant de conclure. Sur la performance des compagnies maritimes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce qui est notable, c'est que c'est la disponibilité des équipements qui a le plus progressé l'an dernier, suivi du prix du service et de la qualité globale du service. La stabilité financière, le respect des escales, les coûts de clients ont aussi un petit peu progressé, mais de façon moins notable. Il n'y a pas beaucoup de surprises sur ces résultats, effectivement, que vous pourrez détailler. Hein, ça sera disponible très bientôt. Et peut-être dernier point intéressant sur le niveau de service versus la congestion des ports. Tout à fait. Alors là, on voit bien un niveau de service qui reste plutôt pas forcément excellent. Hein. Les compagnies ont maintenu quand même un niveau de service relativement bas. Et puis finalement des chargeurs qui ont dû trouver des alternatives de manière assez importante.
Oui. On va peut-être. Il y a le sujet du taux de fret, de l'évolution du taux de fret que vous discuterez peut-être après, effectivement. Voilà, le taux de fret, c'est quelque chose effectivement qu'on voit baisser cette année, mais qui était encore très élevé en début d'année 2022. Vers la fin, on se rapproche à des niveaux intéressants. Maintenant, en début 2023, on se rapproche pratiquement à de l'avant-crise. Donc voilà, c'est des sujets. Les prix réduisent, mais les niveaux de service ont vraiment mis du temps à s'améliorer. Et le dernier point peut-être à vous partager pour lancer le débat, c'est que quand on a demandé quels étaient les facteurs d'évolution qui pouvaient le plus influer sur le choix du mode maritime, les enjeux RSE arrivent en premier, suivi des enjeux géopolitiques, le contexte énergétique et la relocalisation, ce qui pose la question entre ce qu'on a envie de faire, les engagements qu'on peut avoir d'un point de vue RSE, transport modal, et les capacités à avoir une offre de service et une disponibilité des équipements qui soit à la hauteur des attentes des chargeurs. Et aussi un niveau d'information qui est encore un petit peu flou aujourd'hui, puisqu'on n'arrive pas vraiment à savoir le niveau de carbone dégagé réellement dans les routes maritimes, sur les ports, etc. Donc il y a certainement des voies d'amélioration là-dessus, en tout cas pour récupérer la bonne donnée. Et c'est un des sujets aussi que la UTF s'efforcera de suivre, parce que c'est effectivement un des points qui va rythmer un petit peu nos travaux dans les mois et années qui vont venir. Voilà pour nous. Merci beaucoup Inde et Jean-Michel. Alors, on a un timing un peu serré. Voilà, on va avoir des intervenants qui vont un peu parler de l'actualité, qui vont donner leur avis sur ce qui s'est passé. Avant de renvoyer Inde, je la renvoie pas, que Inde quitte la scène, est-ce que une ou deux questions sur le baromètre, sur les tendances que vous avez pu voir? Je vois que... hop, alors attends. Bon, j'y vais. Merci beaucoup, bonjour. Smaïl Namache du CEREMA. Juste une question concernant l'échantillon que vous avez utilisé. Comment est-ce que vous garantissez la représentativité et la significativité de l'échantillon? Parce que vous avez fait une enquête en ligne, en fait. Ça marche. Oui. Donc effectivement, c'est une enquête en ligne qui a été publiée via la UTF et les fédérations professionnelles partenaires de la UTF. Alors, je peux répondre peut-être à cette question-là, parce qu'en fait, la majorité des réponses qui ont été finalement recueillies viennent du réseau AUTF et des fédérations professionnelles adhérentes de la UTF. Ce qui a été porté en ligne, finalement, puisqu'il y a eu quelque chose aussi sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Finalement, on arrive à voir avec aussi on sait d'où ça vient, mais on sait surtout les adresses mail, puisqu'on met les adresses mail professionnelles des personnes et puis leur poste. Et donc, on sait effectivement que ce sont les bonnes personnes et que c'est pas n'importe qui répond à ces questionnaires. Merci. Inde, je vous libère. Merci pour tout. Alors, j'appelle, Jean-Michel, assieds-toi, j'appelle Stéphane Raison, qui est président du directoire de Aropa, Klaus Edermann Jensen, directeur général de Hapag-Lloyd France, et Anne-Sophie Fribourg, présidente de la commission transport maritime, de la commission maritime de TLF Overseas. Merci d'avoir été présent. Alors, l'idée, c'est d'abord de faire peut-être un petit premier tour de table pour avoir votre point de vue en tant qu'opérateur sur ce baromètre. Alors, Anne-Sophie, je vais vous laisser la parole en premier. Tu passes ton micro à Anne-Sophie, s'il te plaît? Merci. Anne-Sophie, vous avez entendu comme nous les résultats de ce baromètre. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? Alors, déjà, moi, je représente la commission de transport et le baromètre concerne plutôt les chargeurs. Je pense que ce baromètre montre que la situation a extrêmement changé.
et que les choses se sont améliorées au niveau, au niveau des armateurs, au niveau des congestions portuaires. On sait que les congestions se sont résorbées. Les chaînes logistiques arrivent à évidemment être beaucoup plus fluides aujourd'hui par rapport à une situation qu'on a connue qui était très extrême. Donc je ne suis pas surprise des résultats du baromètre qui montrent donc une amélioration très nette de la situation. Je crois que ce qu'il faut en tirer quand même comme enseignement, c'est qu'on aura toujours des événements qui vont venir perturber ces chaînes logistiques et qu'il faut qu'on continue à s'organiser tous ensemble pour arriver à fluidifier ce commerce mondial qui reste très compliqué aujourd'hui. Merci. Klaus Elamani Janssen, vous êtes directeur général d'Hapag-Lloyd France, armateur. On a parlé d'Hapag-Lloyd, on a parlé des compagnies maritimes. Quel est votre sentiment par rapport aux résultats de ce baromètre ? Déjà, au nom de Hapag-Lloyd, je suis toujours heureux d'être classé deuxième en France. Si c'était aussi le cas avec notre part des marchés, j'aurais été encore plus heureux. Je pense que cela montre que Hapag-Lloyd est un armateur qui propose ses services à tout le monde, qui n'est pas sélectif dans son approche comme certains d'autres peuvent l'être. Je constate aussi effectivement une amélioration en général de la satisfaction, mais je pense que ça sera extrêmement grossier de s'en féliciter parce que c'est vrai que le niveau de comparaison était une situation extrêmement particulière et extrêmement difficile. Oui, nous sommes devenus plus fiables. Notre fiabilité au niveau escale portuaire pour les compagnies maritimes était de 25-30% globalement il y a 1 an et demi. Maintenant, on est à 60%. On n'en est pas excessivement fiers, mais ça va beaucoup mieux. Quand on parle d'une amélioration de la barge de 17%, 17%, ça me fait plaisir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé des 5% à 5,8 ou quelque chose comme ça. Donc, on est toujours loin derrière les pays en Europe du Nord en ce qui concerne le transport par barge et par rivière. Et en tant que compagnie maritime, c'est aussi un combat auquel on souhaite s'y associer parce que c'est l'avenir d'un port, et Stéphane peut peut-être en parler aussi. L'avenir d'un port, c'est d'être un point de passage et pas une destination en soi. Et là, on a encore aussi beaucoup de travail à faire ensemble. Merci. Stéphane Raison, alors président du directoire d'Aropa. Alors on a vu Aropa avec des résultats meilleurs cette année, les ports français d'une manière générale. D'après vous, ce baromètre, qu'est-ce qui vous inspire comme première conclusion? Merci Hervé. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, le premier élément que je voulais mettre en évidence par rapport au baromètre, c'est que après des années où on a raillé les ports français en leur disant qu'ils n'étaient pas bons par rapport à la concurrence nord-européenne, on voit dans le baromètre qu'il y a une reprise de confiance des chargeurs dans une année qui était complètement atypique. Tous les ports français, les 3 portes d'entrée ont progressé et se retrouvent finalement avec un indice de confiance qui est meilleur. Ça, c'est le premier constat que je fais. Le deuxième constat que je fais, c'est que on est, et là on est plutôt à la fin de l'exposé sur le baromètre, c'est que malheureusement on est loin de l'objectif que se sont donnés aussi les ports du Nord en matière de report modal. Enfin, quand on voit les chiffres sur le pré-acheminement ou sur le post-acheminement, on se rend compte qu'on n'a pas encore réussi à créer ce que nous, on travaille depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire le Green Corridor. Le corridor vert, et d'ailleurs vous l'avez dit Jean-Michel, hein, on est sur une volonté des entreprises et des plus grands chargeurs de voir la RSE passer comme un critère de choix dans finalement la porte d'entrée et dans le passage portuaire. Et moi, je pense que c'est une action de long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire du jour au lendemain ou d'une année sur l'autre, en plus dans une année atypique comme 2022, est-ce qu'on va vraiment construire ce que l'on nous demande? Parce qu'Aropa Port, c'est ça. Aropa Port, c'est la construction d'un corridor fluvial nouveau
et c'est la construction d'un corridor ferroviaire français. Alors moi, je voulais juste rappeler un certain nombre de choses. D'une part, chez Aropaport, on est le premier port d'export en France. Hein, donc on sert une grande majorité des chargeurs à l'export. La deuxième chose, c'est qu'avec 15% de report modal fluvial ferroviaire, il nous manque 35% par rapport aux autres. Enfin, ceux qui sont nos grands concurrents. Troisième chose, quand on annonce des projets de très grande ampleur, comme l'a annoncé MSC cette année, l'année dernière, en juillet au Havre, où on a la vocation et on a la volonté de doubler le volume conteneur traité au Havre dans les 4-5 années qui viennent, il va falloir changer de braquet. Alors comment on fait pour changer de braquet et ça va relier finalement le baromètre. Changer de braquet, c'est arriver à faire en sorte que des dossiers qui n'étaient pas sortis depuis des années puissent sortir. Premier élément, enquête publique châtière. On va, enquête publique avec avis favorable, arrêté préfectoral, construction. Construction d'un ouvrage que tous les chargeurs, tous les transporteurs, tous les logisticiens demandent depuis plus de 20 ans. Deuxième chose, quelque chose là aussi que les chargeurs demandaient depuis des années, la THC. En mars 2022, le ministre annonce avec CMA-CGM à Arles la mise en place de l'équalisation de la THC sur le transport fluvial. Il y avait une seule porte d'entrée qu'il avait. Maintenant, les 3 portes d'entrée, on a l'harmonisation de la THC pour les 2 principaux armateurs, MSC, et je me tourne vers Klaus aussi, MSC CMA, en mars 2022. Et j'espère que les compagnies maritimes feront aussi tout l'effort de faire l'harmonisation de la THC. Après, il y a des travaux d'infra. On n'est pas encore au bout des travaux d'infrastructure et de la remise aux normes des infrastructures dans nos ports. On vient de livrer les postes 11 et 12. Les postes 11 et 12, c'est une capacité complémentaire, c'est la capacité, la possibilité de sortir plus de volume et de faire en sorte que nos grands clients industriels puissent être finalement plus satisfaits. Alors, ça se traduit par quoi? Premier résultat, 25% de plus de volume en 2022 sur Gennevilliers, sur le fleuve. Ça, c'est un résultat probant qui montre que les clients, les grands chargeurs, peuvent ramener du volume complémentaire sur l'axe Seine. Mais il y en a d'autres. Hein. La mise en place d'une nouvelle concession sur le terminal de Bruyères-sur-Oise, le financement du chantier de transport combiné à Orléans, c'est la construction de ce corridor vert. Tant qu'on n'aura pas compris que effectivement la bataille des ports se gagne à terre et qu'on n'est pas capable finalement de construire ces corridors fluviaux et ferroviaires, on aura des clients qui nous diront « ouais, c'est pas mal, mais peut mieux faire ». Donc moi, je pense que ça prend du temps, c'est éminemment important, ça va se construire sur les années qui viennent et vous verrez, je pense que dans les années qui viennent, le baromètre, les volumes, la confiance des chargeurs, ça augmentera encore parce que nécessairement, on construit quelque chose de long terme. Mais, merci Stéphane. Jean-Michel, alors pour la UTF, pour les chargeurs, ce baromètre, d'une manière générale, il est plutôt positif? Alors, il fait ressortir effectivement ce qu'on a en commission maritime, hein, les insatisfactions sur certains points, les satisfactions sur d'autres. Là, quand je reprends ce que vient de dire Monsieur Raison, c'est très important, effectivement, cette notion d'infrastructure moyen-long terme, mais il y a aussi des choses qui doivent être faites à court terme, sur notamment la transparence des données. La notion sur les données est quelque chose, est un point sur lequel il faut vraiment faire, puisqu'on sait faire. Et puis c'est ça aussi qui donne de l'attractivité, de la visibilité. Et ça, c'est un gros travail, c'est un gros chantier à mettre en œuvre. Voilà. Et je sais qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, et on en parlera certainement. Mais, merci. Et c'est vrai que ce baromètre, au fur et à mesure des années, on voit son évolution, on voit que les résultats s'améliorent. On voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. On peut voir, mais on a vu des progressions, notamment sur Aropa, sur Marseille, sur Dunkerque, intervenir. Après avoir fait ce rapide tour de table, j'aimerais qu'on aborde les grandes questions de la logistique maritime actuelle, qui parfois secouent un peu le monde maritime. Et j'aimerais avoir votre avis à chacun d'entre vous sur certains sujets. Alors, pour commencer, Anne-Sophie, j'aurais souhaité savoir un peu comment est-ce que quels sont les effets, d'après vous, de l'annonce de la fin de l'Alliance 2M
d'une manière générale sur le monde des transports? Est-ce que ça va avoir des effets? Quels sont-ils? Et comment est-ce que vous voyez ce monde des alliances évoluer au cours des prochaines années? Alors moi, je pense que c'était un petit peu inéluctable que cette alliance arrive à son échéance. Je crois que quand on regarde l'histoire des alliances maritimes, on se rend compte que les alliances se sont formées à chaque fois qu'il y a eu un événement, et le 2M remonte à 2014, et ensuite en 2016, on a vu, suite à la banqueroute d'Engine, les alliances maritimes se former avec les deux autres, donc l'Ocean Alliance et The Alliance. Et c'était une nécessité en 2016, puisque les taux de fret maritime étaient au plus bas, et qu'il y avait une nécessité pour les armateurs de mettre en commun leurs moyens opérationnels. Je pense que les alliances sont très bénéfiques et ont permis de passer des crises, ont permis aux armateurs notamment de mieux affronter la pandémie. Je crois que si les armateurs n'avaient pas été organisés en alliance, il aurait été beaucoup plus compliqué de continuer à assurer le service, qui n'a pas été le meilleur service, mais qui a quand même subsisté avec les problématiques de disruption au niveau des équipements, etc. Donc les alliances sont capitales. Après, on sait que c'est pas simple de s'entendre. On sait que MSC et Maersk sont deux armateurs qui fonctionnaient de manière extrêmement différente et sont culturellement très différents. Et je crois qu'ils sont venus au terme de leur relation avec MSC, qui a toujours été un armateur très indépendant et qui aujourd'hui reprend sa route seul. Les conséquences, déjà on les voit aujourd'hui, puisqu'on voit qu'il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il ne se sépare pas avant 2025, puisque je crois qu'ils ont le droit de se séparer plus tôt que la fin de l'alliance officielle. MSC commence à mettre des services seuls sur l'Asie-Europe. Pour l'instant, en termes d'impact sur les taux de fret, l'impact reste limité. On commence à voir Maersk qui revient déjà vers les commissionnaires de transport après avoir annoncé se séparer de la plus grande partie des commissionnaires de transport. Maersk revient. Donc ça va certainement déstabiliser un petit peu le marché. Peut-être avoir effectivement une guerre des prix plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui, même si on atteint quand même des niveaux qui sont très très bas. Voilà, donc une guerre des prix et probablement peut-être une remise en cause des autres alliances aujourd'hui. C'est ce qu'on entend. Moi, je pense que Maersk va refaire des accords de slot avec d'autres armateurs. MSC va rester seul probablement, mais MSC vient de sortir son dernier navire, là, le MSC Tessa, qui fait quand même 24 116 TEUs qu'il va falloir remplir. Voilà, avec une demande qui est en baisse. Donc tout ça, c'est beaucoup de manque de visibilité, mais effectivement un déséquilibre qui s'annonce pour les années à venir. Enfin, le 2023 ou peut-être 2024. Oui, en effet. Klaus, vous êtes un armateur, vous êtes dans une alliance. Quand on entend que les alliances, la plus grosse alliance, se dissout, est-ce que pour un armateur, ça peut avoir des conséquences? Est-ce que ça signifie, comme vous pouvez l'imaginer, des changements dans les opérations sur un plus ou moins long terme? Oui, forcément. Et je pense que tout le monde se pose la même question. Maintenant, je suis désolé de ne pas pouvoir apporter des réponses et plus de clarté. Ce que je peux dire au nom de Hapag-Lloyd, c'est que l'alliance dans laquelle on se trouve actuellement fonctionne plutôt bien et on a des partenaires qui nous correspondent.
sans parler au nom des autres, j'ai le sentiment que le deuxième alliance fonctionne pas trop mal non plus. Je pense que la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que va faire Maersk? Je suis danois, j'ai travaillé pour eux, mais je n'ai pas la réponse à cette question. Et puis, il y a une deuxième réflexion qui est peut-être plus géopolitique qu'autre chose. Il y a une crise constante entre la Chine et Taïwan, et on peut se poser la question sur les armateurs taïwanais, parce que cela peut devenir un problème. Mais encore une fois, il y a des questionnements, il n'y a pas de réponse. Je pense que sur le plan purement légal, au niveau des accords entre armateurs, il faut aussi voir ce que les législateurs vont dire. Nous, on pense que les alliances peuvent continuer sous une forme plus ou moins identique. Donc ça, c'est notre point de départ. Et on pense aussi, comme on le voit partout, que travailler dans une alliance ne veut pas dire ne pas faire un VSA avec un autre armateur dans un autre marché, avoir un service indépendant. Donc l'alliance, ce n'est pas une fin en soi. Mais la réponse courte, qui n'est pas si courte que ça finalement, c'est wait and see. Et jusqu'à là, c'est en ce qui nous concerne et en ce qui concerne la majorité des armateurs, c'est business as usual. Il y a de la capacité à remplir et à proposer. Oui, merci. Jean-Michel, pour les chargeurs, comment vous avez vécu l'événement? Alors pour les chargeurs, on n'a pas forcément été étonné non plus parce qu'effectivement, là on a utilisé le terme géopolitique, mais surtout de stratégie d'entreprise. Ce sont des entreprises qui ont finalement des stratégies différentes. MSC investit massivement dans des navires. Maersk a commencé à développer un outil TradeLens qu'ils ont finalement arrêté. En fait, la situation n'est pas surprenante, c'est des décisions stratégiques qui ont des conséquences et qui vont permettre certaines choses certainement. Donc ça, c'est à la limite, c'est une situation donnée. Voyons, wait and see, effectivement. Par contre, là où on peut se poser des questions, c'est sur les systèmes d'information et la volonté d'harmoniser finalement les différentes compagnies maritimes avec notamment l'organisme DCSA ou DSA, voilà, DCSA. Là, effectivement, on se rend compte qu'il y a de grosses difficultés à harmoniser les flux d'informations et là, ça pose problème. C'est vrai que c'est un sujet qui serait peut-être à traiter en priorité. Voilà. Merci. C'est vrai que vous avez un peu moins, Stéphane a raison, vous avez un peu moins d'effets, ou du moins vous le sentez différemment. Mais pour un port, quand on entend la dissolution d'une telle alliance, surtout que Maersk et MSC escalent chez vous, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que vous avez vécu cette annonce? Alors l'annonce, elle n'était pas complètement concomitante aux annonces de MSC pour ce qui nous concerne. Donc nous, on avait une annonce plutôt exceptionnelle de MSC. Maersk était un petit player dans l'annonce, puisque dans l'alliance, depuis des années, ils avaient peu de navires finalement sur les services en question. Et donc ils n'étaient pas non plus hyper bien positionnés par rapport à la France, historiquement d'ailleurs. Moi peut-être que... Alors effectivement, je suis peut-être le moins bien placé pour parler des alliances, mais juste un mot sur la souveraineté, parce que c'est quand même un sujet du moment. Moi, ce que je constate, c'est que dans les 5 premières compagnies maritimes mondiales au conteneur, il y a 4 compagnies européennes. Et ça, quand on voit les relations effectivement entre la Chine et l'Europe, je pense que ça a du poids dans les années à venir. Et d'ailleurs, les 2 dernières années n'ont fait que renforcer ces compagnies-là. Donc c'est une très bonne chose. Alors après, les alliances se recomposent, les gens se marient, ils se divorcent, ils reviennent. Ce que disait Klaus, ces alliances ne sont pas indépendantes de VSA ou de services tout seuls. Mais moi, je retiens de toute cette période-là que la souveraineté de ces compagnies s'est renforcée. Et à l'échelle de l'Europe, quand on fait du commerce mondial, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient.
Merci. Alors, vous avez le micro. On va faire juste un petit dernier tour de table sur un sujet dont on a parlé tout à l'heure pendant le baromètre, qui a beaucoup marqué l'année 2022. C'est la congestion portuaire. Alors, on en a parlé, on l'a abordé. Alors, ça a surtout été abordé pour les questions de congestion portuaire aux États-Unis, sur d'autres continents. Mais en Europe, on a aussi vécu de la congestion portuaire, notamment en Europe du Nord, tout petit peu en Europe du Sud, d'après les informations qu'on a pu avoir. Alors, Stéphane Raison, là justement, vous êtes aux premières loges, congestion portuaire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette congestion... D'abord, vous avez subi la congestion. Est-ce que vous avez été, entre guillemets, congestionné? Et est-ce qu'aujourd'hui, cette congestion portuaire est derrière nous? Alors, il y a deux réponses. Il y a la congestion maritime et après, il y a la congestion des opérateurs de manutention. Je pense qu'il faut quand même arriver à dissocier les deux, sachant que les deux sont liés, puisque si le terminal n'est pas opérant et si le terminal ne délivre pas, de toute façon, les navires resteront en rade. On a été parmi les ports les moins congestionnés pendant toute cette période. D'ailleurs, ça rejoint le baromètre, puisque les chargeurs disent, nous, on s'est majoritairement reporté sur les ports français, parce qu'en Rotterdam et Anvers, ça ne rentrait pas. Quand on regardait les AIS sur les zones d'attente de Anvers et de Rotterdam il y a quelques mois, on était un peu effarés de voir qu'il y en a qui attendaient 10-15 jours devant ces ports-là. Donc, quand on se compare, on se rassure, et effectivement, la congestion maritime a été faible. Maintenant, je reviens à mon propos de tout à l'heure. Après, il y a de la congestion terrestre, mais comment on fait dans les terminaux pour régler la congestion terrestre? Eh bien, il faut faire du multimodal. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut massifier un maximum sur les terminaux pour pouvoir sortir de la barge du train, et bien, tant qu'on ira vers le camion, qui est effectivement quelque chose de très souple et qui rend service aux chargeurs, on ne donnera pas la réponse des questions de congestion. Il y a un moment où, physiquement, 2500 camions par terminal, à Port 2000, aller à 3000, c'est quasiment insupportable et ça ne passe pas. Et c'est bien cette construction petit à petit qui demande de l'infrastructure, qui demande du service, qui demande à ce que tout le monde s'occupe finalement du multimodal. Ça a du sens sur le long terme, ça a du sens d'un point de vue carbone, ça a du sens par rapport aux services qu'on rend aux entreprises. C'est plus compliqué, il y a des questions de temps, il faut pouvoir le programmer, mais selon moi, c'est la seule réponse qu'on puisse donner sur le long terme à ces questions de congestion. Parce qu'effectivement, dès lors qu'on sortira les boîtes, dès lors qu'on délivrera, dès lors que la productivité s'améliorera, finalement, c'est les armateurs qui vont être contents parce que leurs navires ne resteront pas à quai beaucoup plus longtemps. Et ça sera de l'argent gagné pour les armateurs, ça sera aussi de l'argent gagné pour les chargeurs. Alors moi, mon propos, il est très simple. Ce qu'on construit, ça va s'échelonner sur 10 ans. On avait fait ça ailleurs. Ça prend du temps, il faut être patient. Mais le message, c'est que la seule réponse, c'est celle-là. D'ailleurs, ailleurs, ils sont à 50% de report modal. Merci, en effet. Klaus, vous l'avez vécu, la congestion, un peu partout dans le monde, puisque vous êtes global, comme on dit aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, la congestion portuaire en Europe du Nord et du Sud, et dans les autres parties du monde, est toujours de mise? Alors j'ai un petit slide qui le montre, je ne sais pas si c'est le moment de le mettre, mais effectivement, je tiens tout d'abord à confirmer le propos de Stéphane Raison. Les ports français et les terminaux conteneurisés à Fos, au Havre et à Dunkerque, ils ont particulièrement bien géré la situation durant le Covid. On n'a pas eu la même congestion portuaire dans les ports français qu'on a vu ailleurs. Maintenant, le problème pour un grand armateur qui a des navires de 16 000, 18 000, 20 000 EVP, quand un tel navire arrive de l'Asie vers l'Europe du Nord et quand 80% des mouvements se font à Rotterdam ou à Hambourg, s'il y a de la congestion dans ces ports-là, on attend. Et ensuite, on décharge et on charge le navire, même s'il faut attendre 2 semaines. S'il y a 10% ou 15% de volume à décharger et à charger au Havre, on n'attend pas et on décharge ailleurs. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a une situation dans le port français qui fait que on n'attend pas, on décharge ailleurs. Nous, on a eu, ces dernières semaines, on a eu 15 omissions d'escale portuaire. On fait toujours ce qu'on peut pour ramener le conteneur
en France, mais quand il y a une congestion portuaire en France, le client français est plus affecté que le client qui se trouve par exemple à Hambourg ou à Rotterdam. Donc, encore une fois, on a très bien travaillé pendant le Covid. Je pense que les terminaux, ils ont eu cette difficulté first come, first serve à côté des fenêtres d'escale. Et je trouve qu'ils ont tous extrêmement bien œuvré. Et c'est vrai que la situation aujourd'hui est d'autant plus frustrante parce qu'on avait bien géré la crise. Maintenant, on s'est créé notre propre crise en France, comme on sait faire. La congestion dans le monde, depuis le mois de septembre, on voit d'une manière très stable qu'il y a beaucoup moins de congestion qu'il y avait avant. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus de congestion dans le port mondial, à part quelques blips par-ci, par-là. Merci Klaus. Anne-Sophie? Oui, simplement pour revenir sur le point de la congestion mondiale, je crois qu'on n'est tout de même pas à l'abri d'avoir à nouveau des congestions plus ponctuelles, notamment aux États-Unis, où on a quand même encore des problématiques d'infrastructure et de fluidité, de passage de la marchandise dans les ports. On a vu que CMA avait investi en rachetant un terminal dans le port de Long Beach pour justement pouvoir fluidifier mieux et partir sur les infrastructures de rail. Je crois ça reste un sujet qui peut revenir. On peut se retrouver encore avec des congestions aujourd'hui. On a vu les armateurs déplacer les navires de la côte ouest à la côte est pour désengorger les ports de la côte ouest. Et à ce moment-là, le problème s'est déplacé. Donc voilà, il faut qu'on reste vigilant et on peut avoir un autre canal de Suez qui va déclencher une congestion majeure avec des nécessités de changer les routes maritimes, etc. Donc ça reste un sujet sur lequel il faut être vigilant. Donc on est en rémission, pas encore guéri. Voilà, exactement. Jean-Michel, la congestion portuaire pour les chargeurs, c'était un véritable sujet. Oui, c'était un véritable sujet. Alors justement, moi je vais rebondir sur ce qui a été dit. La congestion, ça fait partie du transport maritime en fait, puisque effectivement ça suit les économies mondiales, les problématiques qu'on peut rencontrer, et donc finalement, c'est pas une surprise. Il y en a eu massivement, ça a été des surprises, mais il y en aura. Donc il faut effectivement savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait bien, et peut-être au niveau français, comment est-ce qu'on arrivera à peut-être mieux communiquer sur certaines choses, sur ce qui se passe, où est la marchandise, combien ça coûte. Des points qui sont assez importants, mais en tout cas le problème de la congestion, notamment si je parle sur les ports français lorsqu'il y en a, c'est qu'il y a un déport de la marchandise. La marchandise, il faut bien qu'elle arrive dans les magasins, donc effectivement ce qui a été dit, c'est qu'on prend d'autres ports. Alors sur certains types de marchandises, c'est pas un problème. Si on parle du vrac, etc., parce que les infrastructures de vrac, finalement, elles sont assez lourdes et puis elles sont assez fixes sur les ports. Maintenant, si on parle des conteneurs, il y a quand même des supply chains qui se posent des questions. Et effectivement, la notion de risque est un point. Alors, ça s'améliore. On souhaite vraiment qu'il y ait des points d'amélioration significatifs assez rapidement sur ces gestions de congestion. Il y a des choses qui seront longues, on en est conscient. Il y a des choses qui seront rapides et il faudra peut-être, sur les choses rapides, que ce soit visible assez rapidement. Voilà. Merci. Juste avant parce qu'on avait aussi prévu d'aborder d'autres sujets, mais peut-être dans la salle, des questions sur ce qui vient d'être... on a une question au fond. Monsieur Soulet de Brugère, attendez, j'arrive. Merci de vous présenter. Bonjour, François Soulet de Brugère, je suis l'ancien président du port de Dunkerque. J'avais comme directeur général l'excellent Stéphane Raison. J'étais président des ports de France aussi. Et maintenant, je travaille pour les chargeurs en Aquitaine.
Une première question, puisqu'on a parlé de congestion, est-ce que c'est normal que ce soit le chargeur qui paye les stationnements et tous les problèmes qui se posent en manutention? Première question. Deuxième question, Stéphane Raison a parlé de légalisation des THC. Il sait de quoi il cause, c'est lui qui l'a mis en place à Dunkerque. Il en parle maintenant pour Le Havre et pour Marseille. Moi, j'ai entendu que les sous de CMA, c'était pour les pauvres manutentionnaires et pas pour les chargeurs. Peut-être que je me trompe, mais personne ne m'a donné d'autre réponse que ça. Or, comme on sait que les manutentionnaires sont à moitié filiales des compagnies maritimes, il se redonne à lui-même des cadeaux qu'il fait. Bon, voilà, c'est la deuxième chose. Troisième remarque, à propos des statistiques multimodales. Quand on compare les parts de marché, par exemple entre le fer et le fluvial, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Pour une raison simple, c'est que le fluvial en France, il se fait sur une surface qui est à l'est de la ligne Le Havre-Marseille. Parce que le premier canal qui passera à Clermont-Ferrand ou à Grenoble, il n'est pas fait. Quand on met 35 ans pour faire 145 km de canal en plaine, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc les chiffres qu'on donne, ils sont faux. Ils sont vrais comme ça, mais ils ne reflètent pas la réalité. La part du fluvial est beaucoup plus importante dans l'est de la France par rapport aux autres modes de transport que ce qu'elle est globalement. Et puis le dernier point, ça concerne, on en a parlé aussi, on dit les chargeurs sont devenus très sensibles à l'économie de CO2, à la décarbonation, et c'est une réalité. Aujourd'hui, le critère décarbonation chez les chargeurs, il devient très important. Bon. Sauf que quand vous demandez à une compagnie maritime combien elle dépense de carbone pour un conteneur entre Shanghai, on va prendre Le Havre puisque Stéphane est là, eh ben vous prenez les trois principales compagnies, vous avez trois réponses différentes. Et on n'est pas à 5% près, on est à 100 à 300% près. Or, comme ça devient un critère de choix, ben ça devient, étant donné qu'il n'y a pas de règles internationales, ça devient un élément de fausse concurrence. Puisque si je suis un peu plus cher, mais que j'annonce un taux de carbone qui est très bas, ben on va me choisir, alors que voilà. Merci François. Une remarque, une réflexion sur les différentes remarques et questions de François Soulet de Brugère. C'est toujours compliqué de répondre à son ancien président, hein, François. Donc, parce que ces sujets-là, on les a évoqués à de nombreuses reprises. Moi, je vais plutôt démarrer par la dernière, qui est l'économie de carbone et les calculs, parce que des éco-calculateurs, effectivement, il y en a un certain nombre. Chacun a à peu près développé le sien, c'est vrai. Nous, on a essayé de développer le nôtre. Alors, je ne sais pas s'il sera meilleur que celui des compagnies maritimes. En tout cas, on s'occupe de celui-là sur la partie terrestre. C'est-à-dire qu'on regarde de notre côté et on est capable de mettre l'outil à disposition pour que les chargeurs sur la partie terrestre puissent faire une évaluation de la bonne chaîne logistique. Alors, c'est une réponse. Elle est faite du côté port. Et on est tout à fait capable d'en discuter. D'ailleurs, c'est des sujets qu'on avait évoqués avec la UTF à de nombreuses reprises l'année dernière. Après, la question de la THC, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de 2F dans la salle, mais le sujet a été au débat entre 2F et le ministre des Transports. Moi, je ne sais pas si, Klaus, tu veux répondre par rapport à qui touche les 50 € d'économie de la THC. Il y a beaucoup de débats autour de tout ça, mais je pense que de toute façon, si on veut continuer à récupérer ces parts de marché et faire en sorte que le fluvial se développe et que le ferroviaire se développe, il faudra qu'on arrive à un système qui soit un système européen et pas uniquement un système franco-français. Klaus, une remarque, une réflexion? Une remarque rapide, parce qu'il y a eu beaucoup de sujets, peut-être aussi tout d'abord sur la traçabilité du CO2 et tout ce qui est vert. Je suis d'accord, il faut trouver un standard global pour qu'on puisse mesurer ça. Et je pense que la pression des clients et des consommateurs va nous amener à trouver quelque chose qui tient la route. Une petite remarque en parenthèse quand même. Aujourd'hui, Hapag-Lloyd est présent sur le stand de Medlink. On se battu bec et ongle pour être accepté en Medlink. Et maintenant, nous sommes membres de Medlink. On en est content. Nous, on souhaite effectivement développer le fluvial. On voit dans le rapport de Eurogroup Consulting qu'il y a une vraie demande à en faire plus. On a avec des partenaires très engagés et très professionnels
mis 2 produits de barge en place, Dieu sait qu'on a du mal à les remplir. Donc, je pense qu'il faut mettre du parole ou de l'action derrière les paroles. En ce qui concerne pourquoi je pense qu'il ne faut pas victimiser les chargeurs et pas les autres par rapport à la situation actuelle. J'ai été aussi, en tant qu'armateur, sollicité par TLF en ce qui concerne les frais de stationnement et de surestarie pendant les grèves. On trouve des solutions individuelles avec les clients. Je ne me permets pas de commenter sur notre politique commerciale individuelle devant mes concurrents et devant tout le monde, parce que ça ne sera pas compliant. Merci. Alors, normalement, on devait finir à 11h. J'aimerais juste, en 1 minute, qu'on fasse un rapide tour de table quand même sur une question dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est les taux de fret. On les a vus partir dans les sommets pour ensuite partir redescendre à ce qu'ils étaient avant crise. Anne-Sophie Fribourg, ces variations, ces taux de fret, comment est-ce que vous voyez les choses, comment est-ce que vous voyez la situation se dérouler sur les prochains mois? Alors, au niveau des taux de fret, déjà, on ne peut pas faire une généralisation puisqu'il reste encore un trade qui a des taux de fret relativement élevés, c'est le transatlantique. Les taux de fret, on a vécu une volatilité extrême depuis cet été sur les axes, les trades majeurs qui sont le Transpacifique et l'axe Asie-Europe. Je crois qu'il faut que cela cesse. Je crois qu'on est en train d'atteindre le plus bas du marché sur ces trades-là. Et je crois que ce qui est important de retenir, c'est qu'on doit trouver le juste prix. On est passé, les taux de fret ont baissé de 90% par rapport à l'année dernière. Je crois qu'aujourd'hui, on le vit en tant que commissionnaire de transport avec nos clients, on est repassé dans un marché d'acheteurs. Mais ce qui est important, c'est pas de parler seulement de taux de fret, mais de parler de service, puisqu'aujourd'hui, on doit reparler de transit time, on doit reparler de visibilité, de network, parce que les armateurs sont en train de refaire toute leur rotation, tout leur réseau. Donc aujourd'hui, je pense que les taux de fret vont se stabiliser et qu'il est important à la fois de continuer à chercher un prix qui permette aux armateurs d'avoir un équilibre par rapport à leurs coûts, mais également qui nous permettent d'avoir un service de qualité, de revenir à de la qualité de service. Et c'est tout cet ensemble dont on doit reparler aujourd'hui. Un taux de fret à 1 000 $ sur l'Asie-Europe, c'est pas viable, et un taux de fret à 15 000 $, c'est pas viable non plus. Donc il faut vraiment qu'on retrouve un juste prix dans les mois à venir. Merci. Klaus, ces variations de taux de fret en 1 minute, d'après vous? En 1 minute, c'est difficile de pleurer en tant qu'armateur, parce que c'est vrai qu'on a eu 2 années extrêmement profitables. Et il est vrai aussi qu'aujourd'hui, les taux de fret se trouvent au même niveau que le taux de fret avant Covid, très grossièrement, et que les coûts, entre-temps, ont augmenté d'environ 400 $ par EVP. Donc, il est vrai que pour nous, ce n'est pas une situation durable. Il est vrai aussi en même temps que les compagnies maritimes ont gagné beaucoup d'argent, sont en train de construire beaucoup de navires dans un marché qui a baissé et souhaitent tous défendre leur part des marchés. Et c'est vrai qu'on a, si je peux m'exprimer de cette manière-là, on a de l'argent en caisse pour défendre notre part des marchés. Donc tout ça n'est pas très sain pour la stabilité des taux de fret. Il est important en même temps qu'on crée des relations et qu'on maintient des relations de moyen à long terme avec nos clients. Donc ça va trouver une stabilité, mais je pense que nous allons continuer à avoir les variations dans le marché spot, et puis à chaque client de décider sur le moyen et le long terme qu'il souhaite avoir avec les compagnies maritimes. Merci. Jean-Michel?
Tout a été dit et très bien dit. La seule chose, effectivement, il y a de la capacité qui arrive, sauf que il y a aussi de la capacité qui va repartir, puisqu'il y a des bateaux qui vont être détruits. Voilà. Mais bon, il y a aussi toute une partie des bateaux qui sont affrétés, et donc qui est toujours un vecteur sur lequel on peut toujours travailler pour travailler sur la capacité. La notion de capacité, c'est quelque chose que les compagnies maritimes gèrent très bien. Donc je ne suis pas forcément inquiet. Et les coûts, ma foi, chaque entreprise doit bien maîtriser ses coûts. Donc là non plus, je ne suis pas inquiet. Je sais qu'il y a de très bons financiers chez les compagnies maritimes. Et chez les chargeurs. Je suis vraiment rassuré. Merci. Merci. Stéphane Raison, le mot de la fin en 30 secondes. Sur les taux de fret et où sur ce qu'on a entendu ce matin là. Sur les taux de fret, j'ai pas grand-chose à ajouter. On a quand même 2 années très atypiques. On est passé de l'année inconnue avec des taux de fret à 15 000 ou 20 000 $ sur l'Asie-Europe à des taux de fret qui sont revenus à des niveaux de 2019. Donc voilà. Après, sur le... Moi, ce que je retiens de cette table ronde, et je remercie vraiment les participants et je remercie Hervé, c'est qu'on est quand même dans un changement. C'est-à-dire que je pense que les chargeurs français se sont rendus compte que finalement les ports français, ça pouvait marcher. Alors maintenant, il y a un contexte qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. Quand on se regarde sur le long terme, je pense qu'il y a une vraie transformation. Le message, c'est que les ports français sont là, ils se modernisent, ils rendent du service. Et ce que l'on a vraiment le plus à faire, mais on le fait avec Claude sur des nouveaux services de barge, par exemple, il faut qu'on arrive à mettre en place du multimodal. Et il faut arrêter que ça soit des paroles et qu'on passe vraiment aux actes. Merci, ça me permet de faire la transition. Là, on va clore cette table ronde. Je vous engage et je vous invite à rester parce que celle d'après, c'est sur la décarbonation du transport maritime et des ports. Cet après-midi, nous en aurons une sur la stratégie de développement des ports et la multimodalité et une autre sur la logistique urbaine et le fluvial au service de la logistique urbaine. Merci à tous les 4, bravo et au plaisir. Merci, donc la prochaine conférence, elle est dans la même salle. Merci.